juste pour venir un petit peu au but de ces réunions, on sait que vous êtes convaincus, je suppose. La question qu'on a surtout, c'est d'amener le débat et les questions qu'on a pour arriver à convaincre autour de nous. C'est tellement choquant qu'on doit être obligé de convaincre pour un truc aussi viscéral qu'on est des fois sans argument pour ça. Et comme nous l'a démontré samedi à Morges, puisqu'on a commencé cette tournée avec le canton de Vaud à Morges samedi après-midi, Suzette Sando, ancienne conseillère nationale, elle dit moi, le problème c'est que des fois je suis un peu pour un argument quand on vient me dire que l'armée a tiré sur la foule en 1900, je sais pas quoi, et voilà, et qu'on vient toujours avec ces mêmes arguments. Alors le but aussi de là ce soir, c'est pas juste de prêcher les convaincus, c'est d'essayer de vous aider à vous mobiliser pour convaincre les autres, puis d'essayer de vous faire amener des questions que vous avez ou des frustrations, parce qu'il y en a plein là-dedans derrière ce vote. C'est d'ailleurs la finesse de GSSA là-dedans, c'est d'arriver à diviser ceux qui sont pour, ceux qui sont contre eux, pour arriver à les démobiliser. Donc, je vous engage à poser vos questions. Quelle interprétation vous faites du vote autrichien? L'Autriche a voté il y a quelques mois là-dessus. Le résultat était assez net. Il a aussi été commenté en Suisse et en Europe. Quelle vision vous avez sur cette... Alors, l'Autriche est quand même militairement d'une situation très différente de la Suisse par son... Bon, l'armée, c'est une armée de milices en partie. Vous avez deux éléments en Autriche. Vous avez l'armée de cadre, environ 20 000 personnes. Le reste, c'est une milice. Bon. Et il y a eu, alors moi j'habite en Autriche, je suis en Suisse d'Autriche, je me suis beaucoup engagé dans cette histoire. On pensait tous, moi compris, que le truc serait balayé. Le puissant Parti socialiste avait demandé de voter pour l'abolition de l'armée. Là, il n'y avait même pas d'alternative. C'était oui ou non, plus d'armée ou armée. J'avais aussi écrit dans La Nation certains articles là-dessus. J'avais fait des conférences en Autriche. Et, ô divine surprise, 63% des Autrichiens ont voté pour le maintien de l'armée telle qu'elle était milice armée de cadre, et avec 60% de vote. Alors que tout le monde donnait le truc pour perdu en tête. Donc, il y a eu là un ressaisissement des Autrichiens qui tous tous se sont dit, mais il ne faut pas aller trop loin. Et on sait par les analyses statistiques que énormément de jeunes ont voté pour. Dans le bled où j'habite, de 200 habitants, qui est juste sur la frontière de la Moravie, donc là, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, il y a des ours et des loups et rien d'autre, eh bien, 78% de la population du village a voté, jeunes compris, pour le tout l'armée. Donc il y a eu une réaction viscérale. Pourtant, la tradition milicienne est beaucoup moins ancrée en Autriche, elle n'est pas comparable à la Suisse. Eh bien non, il y a eu une espèce de sursaut. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Voilà, on ne sait pas. Il y a, je pense, quand même une idée de la tradition historique. On ne peut pas supprimer une armée qui a eu une grandiose tradition. On ne peut pas supprimer. Il y a beaucoup de gens, des jeunes me disaient, mais nous on aimait bien faire du service militaire, ça ne nous gênait pas, sur les populations rurales, etc. D'ailleurs, surtout les Länder, sur les 9, il n'y en a qu'un qui a voté contre, c'est évidemment Vienne, la ville rouge. Tous les autres ont accepté à une bonne majorité. Alors moi je pense qu'il y a eu presque un sursaut de dignité nationale. Il faut dire que l'armée autrichienne fait une chose que l'armée suisse ne fait pas. J'en ai discuté avec beaucoup de gens, ça n'a jamais pris cette idée. Quand le jeune arrive au service militaire, pendant une semaine, il est instruit de la situation politique de l'Europe, des armées qui sont autour de l'Autriche, de ce que peut ou ne peut pas, surtout ce qu'elle ne peut pas, il faut bien le dire, l'armée autrichienne, des organisations politiques par rapport à l'armée. Donc, ils ont, au bout d'une année, ils ont un background quand même, quand ils savent ce qu'ils font et pourquoi. Et je vais vous donner un autre exemple que j'avais proposé qui était, je crois, divisionnaire à l'époque, Feuillet.
je lui avais dit, ben voilà, ce sera un modèle pour la Suisse, et il m'a répondu, alors je vais vous dire ce que c'est, il m'a répondu, non, on ne peut pas, on aurait tout de suite la tresse sur le dos. Voilà. Alors, c'est la chose suivante. Ils organisent en Autriche tous les ans un truc qui s'appelle Active Defense. Alors les gens, avec raison, ont protesté parce que c'est en anglais. Active Verteidigung, ça aurait été mieux. Ils vont dans les écoles. Et dans les lycées, dans 14 et 18 ans, ils organisent une course. Et les 5 gagnants de la course sont immédiatement intégrés à l'armée. Par exemple, mes enfants, les jumeaux, ont gagné la course. Ils n'avaient pas terminé qu'il y avait un char qui venait les chercher, qui les conduisait à un Black Hawk, qui n'était pas Black Hawk d'arbre, mais qui a bien volé, amené dans une carrière, fusil d'assaut dans la main, tiré immédiatement, sans ces précautions, n'est-ce pas, ceci, et après 3 jours sous les arbres, passage du Danube dans des canoës, enfin jeu de piste si vous voulez, tir à la grenade et tout. Et alors après, il y a une interrogation qui se fait. Alors, je sais pas, peut-être 60% disent ouais, c'est pas terrible, c'est fatigant, on dort pas la nuit, les officiers gueulent un peu trop, mais quand même 40% disent ah oui, c'était une belle expérience et l'armée nous intéresse. Et bien voilà, il y aurait là pour la Suisse un bel exemple. Et monsieur le divisionnaire m'a dit non, on ne peut pas, on aurait la presse sur le dos. Justement, je voudrais rajouter, moi qui lis d'assez près les journaux, je n'ai jamais, je ne savais pas ce résultat. Ouais. Je n'ai pas beaucoup vu de journaux, ou j'en ai pas vu, qui ont donné ce résultat. Oui, il n'y en avait pas. Ça aurait trop influencé peut-être. Absolument, non, il ne faut pas. D'ailleurs, tout d'un coup, c'est curieux, avant le vote autrichien, il y avait pas mal d'articles. Et après, comme vous dites, entre filets. Ça gênait notre presse bien pensante par rapport à la votation qu'on va avoir. Madame ? Oui, je voudrais dire que comme militante sur le terrain contre cette initiative, je suis donc confrontée, je dirais, à nos citoyens et citoyennes. Et ce que je constate, c'est que dans cette votation, je pense qu'il y a des gens, il y a peut-être moins d'indécis que pour une autre votation. Parce que quand on discute avec les gens, ils vous disent, en toute façon, moi je sais déjà ce que je vais voter. On n'a pas souvent besoin de donner des arguments. Parce qu'en fait, les gens, ils sont déjà dans leur tête, ils sont déjà fixés sur leur choix. Alors ça peut être oui ou non, mais en fait, en public comme ça, il y a peu de débats, on fait peu de débats, parce qu'en fait, voilà, les gens nous disent « Oh, mais prends votre petit papier, mais moi je sais ce que je vote, je n'ai pas besoin de le lire. » Bon, on leur dit « Prenez-le quand même, c'est une information. » Mais ça me surprend parce que moi j'ai fait aussi d'autres campagnes au sein de l'asile. Eh bien voilà, quand il faut convaincre les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent voter, c'est plus difficile. Mais là, vraiment, je trouve que c'est très nettement marqué, les gens savent déjà ce qu'ils veulent. Et alors, vous avez l'impression qu'ils savent déjà dans le bon sens ou oui, plus souvent. Oui, plus souvent. Oui. C'est pour ça qu'il y a peu de monde ce soir. Mais c'est peut-être ça le danger. Parce que, Franz Weber, on pensait donner l'initiative perdante, et puis il a gagné de très peu, mais il a gagné. Franchement, pour ou contre. Même lui, il était surpris. Quant au sondage qui paraît à la télévision suisse romande, le gars qui l'a fait en général se trompe de beaucoup. Et en plus, il ne faut surtout pas se relâcher. C'est le lièvre et la tortue. Il faut continuer en brave tortue de marcher vers le but. Ce genre de choses, s'il y a un oui à 51% ou à 60 et quelques pourcents comme l'Autriche, c'est très différent pour la suite. On le voit, des votes qui ont été perdus de peu, et ben après le Parlement est allé dans le sens des minorités. Ça, Nazim l'a dû le remarquer aussi. Les défaites n'ont finalement pas été perdues sur toute la ligne. Oui, alors M. Schluder me rend attentif à une, j'ai oublié de vous la signaler.
précisément une déclaration de M. Lang, qu'il a fait aujourd'hui, où il dit, alors ça c'est l'ultime perversité, où il dit voter la suppression de l'armée, c'est effectivement voter aussi la suppression du GGSA. Donc, en votant, oui, parce qu'on n'aura plus besoin de lui. Donc, il en a un fondateur. Oui, il en a un fondateur. Mais là, vous voyez, pour amadouer les bouches avec un vinaigre ridicule, supprimer l'armée ou diminuer là, et le GSA n'aura plus de raison d'exister. Monsieur. J'aimerais revenir sur un tout petit détail que vous avez dit dans la première partie de votre exposé, mais qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est les lacunes de l'instruction de l'histoire. J'aimerais, je ne sais pas, on n'a jamais eu un sondage là-dessus, quel est le pourcentage de citoyens qui savent à quel point le traité d'Osnabrück nous concerne? Personne. Et pourtant, c'est essentiel, c'est à ce traité que pour la première fois, les grands États européens ont reconnu la souveraineté de la Suisse. C'est la fin de la guerre de 30 ans. Exactement. On est en train d'y retourner. Oui, c'est sûr. Donc je pense que une chose qu'on ne Vous fait, avez lu Licht, hein. Bien sûr. on ne fera pas d'ici au 22 septembre, mais je pense que nous devons nous battre aussi pour une amélioration de l'instruction du point de vue civique et du point de vue historique. Vous avez parfaitement raison, et quelqu'un me disait, mais c'est à toi même, que quelqu'un, un groupe, voulait lancer une initiative pour rétablir l'instruction historique suisse à l'école. Essentiel. C'est catastrophique. Moi, à l'époque, un de mes fils, c'était l'époque où l'histoire, c'était les sociologues qui affectaient l'histoire. Eh bien, ce pauvre môme qui avait 12-13 ans, le prof à Genève était un maniaque de la sociologie, et il y avait un thème qui était à la mode, c'était la mort. Et bien, pendant une année, le môme de 14 ans, il a fait la mort, les rituels funéraires dans le monde entier. Mais il n'avait alors aucune idée de ce qu'était la Renaissance, de ce qu'était, etc. Quand on a parlé de la formation de la Confédération des Mais je crois quand même que ce n'est pas spécifique à la Suisse. Non, Il faut dire pour effacer les nations, puisqu'on a décidé d'effacer les nations et de faire un voilà. L'histoire, c'est une conscience, c'est Voilà, quelque chose, oui. c'est une fierté. Et comme on avait absolument, ça marche, Toute l'Europe c'est est cohérent, confrontée à c'est ça. logique. Et encore une anecdote, il y a un manuel autrichien que mes enfants avaient de l'histoire. Et alors, on voit le Troisième Reich, une carte, c'est en rouge. Et la Suisse est englobée dans cette masse rouge. Alors j'ai téléphoné au prof d'histoire, et puis je lui ai dit, mais dis donc, là, la carte, elle est fausse. Il m'a dit, oh non, de toute façon, la Suisse était collaborée avec l'Allemagne, donc on peut poser les choses comme ça. J'ai pété les plombs. Si je peux me permettre, Oui, monsieur. juste puisqu'on est dans la discussion au niveau des arguments, un thème qui n'a pas été abordé ce soir, vous l'avez dit très bien sur les valeurs et puis sur la perspective d'armée de milice, mais je pense dans le cadre d'une rotation comme on va être confronté le 22 septembre, c'est notamment la conciliation de l'armée de milice avec la vie professionnelle. C'est quand même un argument qui vaut ce qu'il vaut pour certains, qui me convainc pas du tout, puisque j'ai quand même 800 jours de service, Ouais. j'ai quand même pu faire des études puis mener de front une carrière professionnelle. Mais c'est dans l'actualité sur cette rotation, à mon avis, un débat qui intéresse notamment les jeunes et puis le monde professionnel qui a quand même changé. Qui a quand même changé en termes de mobilité, en termes d'entreprise. Il y a énormément de cadres aussi multinationaux qui ne connaissent pas forcément le système suisse, les valeurs de la Suisse, comment notre pays est organisé. Et tout ça amène aussi des doutes dans la population sur la conciliation d'une armée de milice avec le monde de 2013, notamment le monde professionnel. Alors, on n'a pas tellement parlé de ça ce soir, j'aimerais peut-être vous entendre sur ce sujet. Écoutez, ce côtoiement de la vie professionnelle et de l'armée de milice, il a existé depuis que l'armée de milice existe. Voilà. Et les sacrifices que nos pères ou grands-pères ont dû faire en 14-18, en 39-45, ils sont quand même arrivés dans des conditions très difficiles
à les accorder avec leur vie professionnelle. Et moi je pense, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut dire armée implique une certaine notion de sacrifice. À ce niveau-là, ça sacrifice relativement tout. Mais alors là, on tombe à la chose, plus personne ne peut comprendre ce qu'implique la notion de sacrifice. C'est ça. Parce que vous avez, c'est pas dur actuellement dans la société, des menaces aussi, je ne l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas faire trop long. Vous avez deux grands courants maintenant. Vous avez l'hédonisme et l'individualisme, mes vacances, mes nains de jardin, mes orchidées, et puis voilà, terminé. Ou bien, vous avez aussi, et ça c'est lié à l'effritement de l'État, et de la conscience de l'État et de la puissance de l'État, les communitarismes, où la communauté se substitue, devient plus puissante que l'État, où on se soumet aux intérêts d'une communauté, pensez aux sectes, pensez à toutes sortes de choses, et l'État devient une abstraction, et comme il intervient de moins en moins, on finit par ne plus le voir. Mais moi je pense, la réponse c'est qu'il faut le dire, soyez prêts à certains sacrifices. Mais, je veux dire, pour aller dans votre sens, je crois que l'armée a raté un virage dans les années 80, en se découplant beaucoup de l'économie. Ils ont fait des efforts ces 10 dernières années pour le rattraper. Ce qui souvent cause un problème, c'est le temps. C'est les 3 à 4 semaines prises sur une année pour le cours de répétition. L'expérience militaire, moi je l'ai très souvent vu apprécier, aussi bien d'entreprises suisses que d'entreprises américaines. Ah oui, par contre, on ne supporte pas que les gens ne soient pas là 3 à 4 semaines et c'est même pénalisant pour eux. Donc, dans les qualités, moi je vois mon fils à 21 ans, il s'est trouvé chef de section en ayant pratiqué le suisse allemand qu'il ne connaissait pas avant. C'est impossible ailleurs d'avoir une expérience comme ça que dans l'armée. Vous pouvez faire pratiquement toutes les conneries, vous tuez personne, vous avez la sanction, vous apprenez beaucoup. C'est quelque chose qui est sans aucun doute valorisé par beaucoup d'entreprises et d'employeurs. Par contre, le problème de la gestion du temps des absences, ça c'est un problème pour aussi bien l'employeur que l'employé. Mais moi je dirais que ces 10 dernières années, je crois que l'armée a fait pas mal de travail, et quand, je commence à avoir quelques kilos au compteur, mais dans les années 80, le choix, beaucoup de gens de mon âge, c'était est-ce que je vais faire un MBA ou est-ce que je fais mon école centrale? Et le choix était vite fait dans une direction précise pour la majorité des gens, mes copains et mon entourage. Ce que vous dites est juste, c'est qu'à partir du grade de capitaine, voire officier supérieur, il y a quasiment très peu de miliciens. Mais il n'y en a presque plus maintenant. On est dans une situation à l'autrichienne. Les commandants de compagnie, les commandants de batte maintenant, c'est des professionnels avec tout ce que ça implique, qui pensent surtout à leur carrière et pas à faire des choses qui pourraient la compromettre. Quelle horreur. L'armée suisse est déjà très professionnalisée au niveau de ses cadres. Des DMG de milice, je connais de moins en moins, parce qu'ils vont bouffer de la place pour ceux qui ont leur carrière derrière. C'est une évolution, c'est comme ça, mais il faut être conscient que l'armée est déjà très professionnelle. C'est ce qui crée un certain détachement entre la population et l'armée, le fait d'avoir perdu un certain nombre de liens. Parce que moi j'ai une grande confiance dans l'armée, toute une armée de milice, parce qu'on a des gens critiques, puis un soldat suivant ses fonctions, on peut tout à fait dire à son capitaine et arrête de faire des conneries, t'as vu ce que tu fais dans ta banque ou comme ça. Nicolas Pictet, qu'on entendait ce matin à la radio, était un des sergents quand je fais encore du service militaire, donc on voit bien cette proximité. Mais c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins présent maintenant, mais l'organisation, par contre, je me méfie. Plus l'organisation police. Je ne parle pas des policiers on les paye pour faire du travail qu'on ne veut pas faire, c'est normal. Mais dans la formation des policiers à Sabaton, il y a quand même une partie de lavage de cerveau. Vous avez peine à faire
des soldats de milice ou même des recrues qui sont là 17 semaines. Ils arrêtent pas de faire le con. Je vais peut-être juste compléter pour revenir à ça, c'est qu'il y a deux éléments là-dedans, c'est le côté employeur et puis le côté organisation militaire. Certes, je pense que l'armée devra trouver des solutions pour aller une partie dans cette préoccupation-là, peut-être en faisant des cours de formation et des jours isolés, vous pouvez imaginer ça, mais ça c'est dans la réorganisation de pensage de l'armée de demain. Et puis il y a les employeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette toute-puissance de l'argent qui dicte tout. On amène des sociétés qui viennent ici, on a vu sur le canton de Vaud, tout le littoral, où on fait du dumping, en disant venez vous installer. Ils viennent pour 10 ans parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils font que manger toutes les infrastructures parce qu'on doit développer les infrastructures pour eux. Et dans 2 ans, si tout d'un coup on les impose, comme c'était le cas avec le Rio Vale Tinto, ils dégagent. Et donc ils laissent le monde avec les dettes et puis pas les profits. Et puis ces gens-là ne sont pas formatés pour être dans la mentalité suisse, d'utiliser les cadres suisses, parce que ce que j'ai expliqué avant, c'est cette notion que l'armée était formateur, était égalisateur, on avait un formatage de l'esprit, ça c'est sûr. Moi j'ai fait une carrière dans la banque anglaise, évidemment j'étais à la masse, parce que chaque fois que je partais, c'était l'autre qui était nommé, parce qu'on n'avait pas été intégré les autres sociétés. Je pense que le président du CRDC qui est là, c'est approche. Absolument. J'aimerais reposer une question sur le Rudolf par rapport aux séances. J'ai essayé hier soir de parler sur un billet qui va dans ce sens-là. Il y a les Français, je ne sais plus quel office, je vais le relire, je l'ai écrit là, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui a écrit un papier qui a été publié et qui démontre que parmi les options de l'Europe aujourd'hui, il y en a qui sont relativement noires. On voit revenir un certain nombre de constellations qui rappellent des années terribles d'avant-guerre. J'aimerais, s'il vous plaît, vous interroger là-dessus pour faire un peu ce parallèle, parce que cette histoire, ce mécanisme-là, qui amène finalement l'Europe de nouveau proche d'une catastrophe, est à mon sens un des éléments clés de la compréhension aujourd'hui de la situation pour redonner du sens à ce que nous faisons. Et c'est, je pense, comme cela qu'on ramènera le citoyen suisse à remplir son devoir. S'il vous plaît, sur cette évolution-là, ce parallèle. Il y a un officier qui vous dira qui c'est, mais qui déclarait récemment, au fond, ce qui pourrait nous arriver de mieux maintenant, c'est par exemple un formidable attentat terroriste à la gare de Zurich. Ça nous permettrait de la frousse, c'est une très bonne conseillère en l'occurrence, et un ressaisissement ouvert. Mais c'est clair que cette espèce d'érosion et du sens de l'État et du sens citoyen, comme l'a dit un politicien américain, il a dit l'Europe maintenant, c'est intéressant, le monde entier réarme, l'Europe désarme. En Europe, il n'y a actuellement que 2 pays, je ne compte pas la Russie dans l'Europe, mais bon, la Russie réarme, mais c'est la Pologne et c'est la Hongrie, qui ont des politiques militaires extrêmement vigoureuses, énergiques à tous les niveaux. Et le reste, effectivement, c'est ce long affaissement et on va, moi je suis dans le noir pessimiste par rapport au bonhomme là. On va vers une décomposition de nos structures. Alors on ne les voit pas, parce que ça se fait tout doucement, mais c'est effectivement extrêmement grave. Et les seuls gens qui ont vu ça depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, même plus, c'est pas des prospecteurs ou des futurologues ou des gens comme ça, c'est la bande dessinée. Vous avez dans la bande dessinée, il y a même une étude là-dessus, une vision apocalyptique de ce que sera l'Europe en 2025, 2030, etc. Donc c'est comme si on avait peur, et c'est par l'imagination qu'on arrive à se figurer ce qui va être. Un autre Américain a dit récemment, de toute façon l'Europe, c'est l'épicerie fine du monde. On vient en Europe pour
faire passer des vacances, pour bien manger, des vieillards pour se détendre, et c'est aimable. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une décomposition européenne extrêmement grave. Et il n'y a plus, actuellement, il n'y a plus de moyens militaires en France. Je lisais le livre blanc, il n'y a plus de moyens militaires en Italie, il n'y a plus de moyens militaires en Espagne, ils viennent de vendre leur porte-avions, et curieusement, ils le vendent à qui? Ils le vendent à l'Angola. Voilà. Il n'y a plus de porte-avions. Ils l'ont vendu. La Suisse aurait dû le racheter. Oui, sur le lac Léman. Oui. Oui, mais il y a une espèce de. Le ressort est cassé d'une certaine manière. Le ressort est cassé. Mais l'armée de milice, ça va. Oui, je n'ai pas vécu. Oui, aussi avec ce problème de la menace et tout, ça fait des années que des airs d'octobre à l'armée nous parlent de la montée en puissance. On verra venir les guerres 10 ans à l'avance, et puis on pourra faire quelque chose. Mais moi, mes connaissances historiques que j'ai également avec vous montrent que ça n'a jamais été le cas. Est-ce qu'il y a un cas où on a vu quelque chose arriver comme ça, du style la guerre en Yougoslavie, la guerre en Ossétie, la tête à l'ouest? Prenez les trucs récents, qui a vu qu'un nationaliste serbe allait descendre en pleine époque de paix qui durait depuis plus de 40 ans, l'archiduc héritier du trône d'Autriche. Un mois après, c'était la Première Guerre mondiale. Qui a vu venir quelques avions s'écrasant sur les tours de New York. Un mois plus tard, c'était l'invasion de l'Afghanistan. C'était la guerre en Irak qui l'a vu venir. On ne l'a absolument pas vu venir. Qui a vu venir les Falklands? Qui a vu venir la guerre du Kippour, par exemple? Personne n'a vu les montées en puissance, et les services de renseignement ont presque toujours failli. Même les services de renseignement israéliens n'ont pas été capables de prévoir la guerre du Kippour. Donc, vous voyez. Non, alors là, alors là, je pense que l'analyse marxiste est juste quand ils nous disent dans l'histoire, il y a des sauts, comme ils disent, des sauts qualitatifs. Donc, un saut qui se fait, que personne ne prévoit, et c'est la catastrophe est là. Et ça va très vite. Ce qui s'est passé en Suède nous le prouve. Hein. Ça peut arriver en France, s'il y a 5 villes qui tout à coup pètent en même temps. Absolument. Même en Suisse, quand il y a eu le gars qui fait la missile à Vienne, ça a mobilisé tellement de forces de police que si on avait un deuxième ou un troisième type, c'est le con en même temps, on ne pouvait plus rien faire. Juste 2 exemples par rapport à ça, pour abonder 1000 fois dans cette direction-là. Un des trucs que j'adore montrer quand je fais des exposés, bientôt j'aurai l'occasion de vous le montrer, Madame Cherbois, à Yverdon aussi, c'est cette petite carte ici. Cette petite carte a été publiée par le plus grand quotidien dans le domaine de l'économie, qui s'appelle The Economist, et qui fait chaque année une révision de l'état de paix du monde. Alors vous avez des très belles couleurs sur cette carte ici, et puis il nous montre notamment, vous ne le voyez pas, je vous le dis, faites-moi confiance, que tout le pourtour de la Méditerranée est peuplé de peuples qui sont dans un état de paix à peu près potable. Ça, c'était publié à fin 2010, 3 mois plus tard, la guerre éclatait en Libye. Vous voyez où on en est aujourd'hui, vous nous avez rappelé tous ces éléments, M. Lomondorf. Voilà. Alors, les Madame Soleil, les Madame Tessier, qui disaient encore à notre ami, comment il s'appelle là, le grand séducteur, qu'il allait avoir une année formidable, c'était Madame Tessier qui disait ça, le DSK. 6 mois plus tard, on a vu le résultat, c'était formidable, on ne sait pas pour qui, peut-être pour les avocats, mais voilà, donc les Madame Soleil, c'est pas terrible. Il se trouve que mon métier, je suis dans le domaine de la cyberdéfense, c'est mon métier. Et quand je vois que des menaces peuvent aujourd'hui nous exploser à la figure, en l'espace de quelques secondes, être déclenchées de l'autre côté de la planète, personne n'a rien peut arriver. J'ai quelques petits doutes aujourd'hui justement sur des principes de montée en puissance et d'autres choses comme ça. J'ai quelques petits doutes, pour ne pas dire plus. Voilà. Donc j'abonde entièrement dans cette direction ici. J'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé à Berne il y a de nombreuses années, de faire une étude sur les plans opératifs pour la guerre de 1870, pour celle de 1914. Un de mes collègues a fait celle de 39, pardon, et nous sommes arrivés à une conclusion. Nous n'avons jamais été prêts
Et heureusement que l'histoire, à ce moment-là, nous a oubliés et qu'on a passé à côté de ces guerres-là, sinon on aurait pris, comme on dit sur le terrain, plein la gueule. Il se trouve que la guerre froide est tout à fait différente parce que nous n'avons pas baissé le rythme après la Deuxième Guerre mondiale, mais que nous voyons aujourd'hui qu'on se retrouve exactement dans la même situation que les 3 exemples précédents. De nouveau, nous ne sommes pas prêts. Et vous parliez tout à l'heure du porte-avions espagnol. J'ai eu aujourd'hui une relativement bonne source, quelqu'un qui m'a expliqué comment les Espagnols aujourd'hui faisaient leur exercice avec la marine espagnole au port. Ils ne sortent plus du port, ils font des exercices dans les ports parce qu'ils n'ont plus le pognon pour payer le carburant pour les bateaux. Voilà où est-ce qu'on est l'Europe aujourd'hui. J'arrêterai là, mais je ne veux pas vous prendre votre parole, monsieur Lomdorf. Non, c'est votre temps de parole à vous. C'est vous, et vous. Mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que cette votation, elle est, on l'a dit, je l'ai dit avant en conclusion, c'est la votation pour sauver l'institution. Mais une fois que ça c'est fait, il faut monter au combat pour avoir une amie crédible. Et je suis content qu'on ait ici le président du comité roman pour une défense crédible qui est avec nous, parce que c'est vrai que quand on voit certains messages qui sortent, il y a une interview par exemple qu'il y avait sur l'aviation, qui était à la télévision suisse romande qu'on peut retrouver sur notre site, où on a l'officier qui dit oui, ben nous à 5 heures on doit rentrer parce qu'on n'a plus le matériel, on n'a plus le crédit carburant. Le gars en face il dit mais attendez quand même, oui non mais attendez, le reste du temps nous on est couverts par nos amis, parce que c'est eux qui vont nous avertir. Quand on voit nos amis, la France, l'Allemagne, je pense qu'on est rassuré que là ils vont nous avertir quand c'est pas eux qui vont nous attaquer eux-mêmes et qu'on ne sait pas qui va nous avertir. Donc il y a quand même un sérieux problème à ce niveau-là, et il faut quand même, l'officier de l'aviation disait, oui en effet avec ça on ne peut pas se défendre, mais il y aura la diplomatie après qui va faire le travail. Eh ben, bravo, si on achète des avions pour faire travailler la diplomatie. Donc ce que je veux dire c'est qu'on est tous, je l'ai dit avant, dans les frustrés et dans les gens qui sont les indignés en disant cette armée ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on remonte en puissance. Tu l'as dit, on est toujours dans les phases où on a besoin de l'armée, dans un moment où on n'a plus d'armée. Et c'est pas anodin que ça arrive comme ça, c'est pas pour rien. Et donc, il faut se mobiliser pour montrer au monde qu'on est là, que le citoyen est là. C'est aussi un message. La dissuasion, c'est quoi? C'est d'arriver à montrer que le Suisse est un peuple qui sait se défendre. Et que si le gouvernement capitule, peut-être que les citoyens, eux, ne sont pas d'accord. Et ça, c'est un bon message qu'on donne en matière de politique extérieure aussi. Donc c'est le citoyen qui vient au combat là-dedans. Et après, le citoyen doit remonter en puissance en disant, moi, on n'admet pas cette armée-là, il faut qu'on bouge. Dans l'ordre et dans la discipline, mais il faut qu'on soit plus laxiste. C'est notre pays, c'est notre futur, et je pense qu'il faut qu'on se bouge les fesses. On n'a plus l'habitude, je l'ai dit, on doit sortir de notre devoir naturel, on ne va pas vers l'autre. C'est un peu la protection de la sphère privée, ce que tu vois, ce machin, on ne va jamais aller influencer l'autre. Mais on est dans une phase où on touche aux valeurs profondes de ce pays. Et ça, moi je suis, et d'ailleurs on va travailler au niveau du Parlement, puisqu'on est accrédité, je l'ai dit, au Parlement, pour poser une question, comment on peut en arriver là, à ce moment-là, est-ce qu'on va voter sur la suppression des chemins de fer, ou de la poste, ou des hôpitaux, enfin, il y a quand même des choses qui doivent être à un certain moment tabou. Mais le mot-clé finalement pour cette votation, ça reste le mot mobilisation. Parce qu'à mon avis, ça va être refusé. Personnellement, je suis convaincue que ça sera refusé. Mais si c'est refusé, mais grandement refusé, on arrive à justement convaincre les citoyens. Absolument. Il faudrait large refus et cantons, plus de cantons possible. Ça serait clair. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut partager la gestion. Toutes les statistiques vont vous dire que c'est largement gagné pour faire en sorte que vous démobilisiez, puis vous dites, c'est vrai, alors c'est facile, de toute façon ça passera, on ne va pas se casser la tête, allez voter. C'est là qu'il faut essayer de, même si ça a l'air d'être facile, moi je pense que ça sera moins facile.
Je crois qu'il y a un seul moment où on a le droit de baisser les bras dans ce cas-là. C'est le 22 septembre à 18 septembre. Oui. Et puis là, moi, je ne baisserai pas les bras, je les lèverai. Mais c'est une autre question. En bon vaudois, c'est le moment où... Ah, donc, les deux. J'aimerais juste ajouter un élément. Vous avez parlé de la problématique de l'éducation et de l'histoire qu'on oublie. Ça, c'est un des éléments. Un autre que j'ai relevé, parce que j'ai pris l'habitude de vouloir casser tous les arguments de ceux d'en face, c'est faisable. Et puis, comme j'ai écrit une fois, c'est sudoku niveau basique, hein, parce qu'il raconte tellement de bêtises que c'est... Mais ce que j'observe aussi, on parlait de négation tout à l'heure, c'est le fait que systématiquement, tout ce que l'on a est aujourd'hui critiqué. Alors que nous avons un pays qui est plein de qualités, que l'armée, le Parlement et tout ça, même si on peut critiquer, c'est vrai, même le Conseil fédéral, que l'on peut critiquer sur un certain nombre d'éléments, globalement, c'est un système qui fonctionne bien, mais on est toujours contraint de tout critiquer, alors qu'on a un pays qui est formidable et on n'ose pas le dire. Il y avait eu, quand on a eu la votation là, en 1992 pour les un petit bouquin qui était sorti, qui faisait la statistique des bonnes choses en Suisse, notamment du nombre de prix Nobel, d'inventions, etc. Et on oublie beaucoup trop qui nous sommes. Et ça, je trouve infiniment dommage. Absolument. Je voulais juste revenir justement, on a parlé de l'éducation et puis, enfin, l'instruction publique à propos du domaine de l'histoire. Je ne sais pas, c'est peut-être, je ne veux pas dire qu'il y a un complot, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un travail dans le domaine de l'instruction publique? Et je voudrais rajouter une chose, je ne sais pas si c'est dans les autres cantons c'est la même chose, mais la rentrée universitaire à l'automne, elle se fait quand? Il y a encore des soldats sous les drapeaux. Et il y a des jeunes qui ont des difficultés, qui rentrent, qui doivent... Et les dates ne coïncident pas. Alors je ne sais pas si c'est l'école de recrue ou si c'est les cours de répétition, mais je sais qu'il y a depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou en tout cas sur Fribourg, la date de rentrée à l'université a été avancée. C'est juste, hein? Oui, c'est depuis qu'on a passé ces processus de Bologne dans les universités. Voilà. Alors là aussi, les jeunes respectent, oui, je serai à l'armée, comment je vais faire? Et ça démobilise aussi un peu. Enfin, il y a des jeunes qui sont déjà pas tellement pour l'armée. Ils en ont parlé à Berne hier aujourd'hui de ce problème-là. Voilà. Il semble qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Ah, d'accord. Non, parce que je disais, déjà à l'école, on enseigne toute notre histoire. Maintenant, à l'université, on dirait que tout est fait contre, en fait. Hein. Voilà. C'était juste une idée comme ça. On l'enseigne à l'université d'une manière très orientée encore. Voilà, aussi. Je voulais juste vous dire quelque chose, monsieur. Vous m'avez dit que vous avez étudié donc, les naissances des guerres 70, 14 et 39, et que vous étiez arrivé à la conclusion qu'on était dans un état d'impréparation totale. Pour 70, c'est vrai, pour 39, c'est vrai. Pour 14, on l'a montré avec Pierre Schreit dans notre bouquin, c'était très curieux. En 14, on avait un bon niveau par rapport à nos armées voisines. Mais la montée en puissance s'est faite en 6 mois avec de l'artillerie lourde, avec de l'aviation, avec du barbelé et avec des mines qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas construire à cause du blocus. Et là, on a été très vite dépassé. Et c'est avec les modèles qu'on a aujourd'hui exactement ce qui se passerait si on veut ne plus avoir de matériel lourd et prétendre que ce matériel lourd, on peut le réacquérir dans une Europe où tout le monde voudra acquérir la même chose. Donc on perd le know-how. À partir du moment où si vous n'avez plus de chars, beaucoup moins, il n'y a plus de gens formés, après le know-how il est loin. Personne ne saurait maintenant où passer à cheval, voir tout de suite où sont les montées et les descentes sur le aller de Fribourg à Berne. Le know-how est perdu, on peut oublier. Là, on ne peut rien faire. Une fois que c'est fini, c'est fini. J'aime à dire que pour fabriquer un colonel aujourd'hui, parce que ça c'est aussi la problématique de l'encadrement, il faut 30 ans. Il ne faut pas 30 ans de temps, il faut 30 ans d'expérience. Et en démontant le modèle tel qu'on le démonte maintenant, on s'attaque à toute la chaîne.
Et ensuite, ce genre de compétences dont vous parlez est définitivement perdu. Il faudra, quand on parle de monter en puissance par rapport à l'encadrement, par rapport au savoir-faire, ce sont des années et des années. Ce qu'on casse aujourd'hui, on ne récupère pas. Alors, on a une armée qui est capable d'être au niveau groupe, éventuellement compagnie, puis après, il n'y a plus rien. Un terme utilisé par Commande Corandais, aujourd'hui, on fait de la gendarmisation. Je crois qu'il a largement raison sur ce genre de choses. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'économie, enfin sur les matériels et la technologie qu'on est en train de perdre, ça m'amène aussi à un argument qu'on ne mentionne jamais. Notre argument, c'est que l'armée ne coûte pas seulement, elle rapporte aussi. Et si on a l'intelligence de créer notre économie aussi là-dessus, on a perdu des fleurons comme Saurer ou des choses comme ça. On avait tout à l'intérieur. Maintenant, quand on a besoin d'un camion, on fait d'abord une demande, et puis après on répare le camion et on usine la pièce parce que Saurer n'existe plus. Donc il faut dire à l'ennemi, attendez, juste un instant, vous me donnez 3 semaines, je vous ramène le camion. On avait cette capacité d'avoir la technologie à l'intérieur. Quand j'ai parlé du démantèlement programmé de la Suisse, on a vu avec la Fortress, par exemple, on a commencé à enlever le gars qui savait faire la munition, cet orfèvre de la munition, qui était capable de nous faire la munition pour n'importe quoi. Et après, quand il n'y a plus la munition, on a dit, il faut enlever les bitubes et les machins, parce que ça ne sert à rien. Et maintenant, on dit, ça ne sert à rien de la Fortress, puisqu'il n'y a plus d'armement. Là, on est en train de parler de hardware, de matériel. Le premier point, c'est dans la tête des gens, c'est le software. Le votation, le vote sur l'armée de milice, ça doit être dans la tête des gens, cette volonté de défense, cette volonté de résister à des troupes qui seront beaucoup plus intérieures, qu'on ne va pas avoir des T-72 qui vont nous envahir. Le problème, il est des troubles internes, un bordel en France, ou l'histoire de Stockholm, c'est ça, ou un attentat contre une cible molle. Il y en a quelques-unes d'amusantes, même en Suisse romande, on va tout à coup faire péter, je sais pas, les PFL à Lausanne, des choses comme ça. Le danger, il est là avec les réactions qui peuvent venir derrière. Mais s'il y a un esprit de capitulation, un esprit de défense, même avec l'armée qu'on a, il y a de moins en moins de soldats, ils font de moins en moins de jours de service, mais il y a à peu près 600 à 800 000 personnes qui savent tenir un fusil. Avec un vélo, un mousqueton, vous empêchez déjà des pillards de venir vous embêter. Et la menace, on parlait de Gondo et tout ça. C'est Berisville, ça. Pardon? C'est Berisville. Pas uniquement, mais disons, c'est une vision que je partage tout à fait. Et la volonté, ce qu'il y a dans la tête des gens peut être plus important que le matériel, on peut toujours se débrouiller. Et bon, je ne partage pas votre point de vue sur un attentat à Zurich serait une chose bénéfique, même avec la manière un peu perverse et provocatrice, parce que les événements du 11 septembre ont quand même, aux États-Unis, ont quand même généré une contre-réaction. Déjà, les États-Unis, ce n'était pas extraordinaire, mais depuis là, moi, j'y pose plus les pieds. Mais c'est, je pense, pire que l'Union soviétique. Et là, il y a un certain nombre de gens insupportables qui ont pris le pouvoir et qui ont mis en place une surveillance de la population que même Lénine aurait rêvé. Ça, entre la sécurité et la liberté, il y a un arbitrage ici qui serait, je pense, en défaveur de la liberté. C'est pour ça que j'espère que ça ne va pas nous tomber dessus, mais ça peut arriver. C'est même une des principales menaces que je vois pour la Suisse. On est une société qui est extrêmement vulnérable. Pour noter que les mêmes qui veulent supprimer l'armée veulent nous retirer nos armes, pour qu'on soit vraiment désarmés. Mais c'est ceux qui gueulaient contre les fiches, qui faisaient des tas d'histoires, maintenant ils veulent ficher tout le monde. Merci. Je crois qu'on va clore la soirée. On pourrait juste peut-être demander, je crois qu'on a des représentants de partis politiques qui sont là, peut-être donner comme mot de la fin, je ne sais pas qui ils sont et où ils sont, et peut-être de dire juste un petit mot de fin. Je suis vice-président du Parti pirate fribourgeois et
personnellement, je partage à 200% vos idées, mais je dirais le Parti pirate en Suisse en général est un très jeune parti, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indignés qui se sont rassemblés, mais qui ont des idéologies extrêmement différentes. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire quel est le point de vue du Parti pirate là-dessus. Monsieur Studer, je vous ai envoyé ma prise de position, ma vision idéologique en fait. Je l'ai envoyé au président du Parti pirate suisse qui devait le mettre en discussion. Je n'ai plus jamais entendu parler. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Alors il est avec nous hier oui. À Genève. Donc, lui il est aussi de votre avis, oui. Plus nuancé toutefois. Oui, moi je ne suis pas très nuancé. Il serait plutôt pour une version de la protection civile, oui. Mais je crois que le Parti pirate en général a un mot d'ordre qui est pour l'initiative. Dans la votation d'ordre de parti. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on fait un ordre de parti quand on est aussi partagé. On devrait laisser le vote libre dans les cas comme ça. Je partage votre interrogation. Ouais. On a vu aussi ça avec les socialistes. On a Madame Maureen Pasquier, la conseillère d'État, conseillère aux États genevoise, et elle dit ben, moi je voterai contre. Mais je n'ai pas le droit de me prononcer, donc je ne viendrai pas à votre conférence parce que j'ai le devoir de réserve. Alors bon, c'est les organes dogmatiques des partis qui amènent des gens à ne pas partager ça. Chez les socialistes, je pense qu'il y a une grande partie, pas une grande partie, mais je pense qu'il y a 20-25% des gens qui voteront contre l'initiative. Je crois qu'on avait quelqu'un d'un autre parti aussi qui... Bon, moi, je suis ici ce soir en tant que citoyen, vu que j'ai adhéré à ce mouvement de lobby des citoyens, mais je préside le Parti libéral radical de la ville de Fribourg. Et puis, si je peux juste me permettre, vous l'avez vu ce week-end, donc en purement politique, le PLR suisse a clairement refusé cette initiative. Hein. Il y avait un certain nombre de personnes dans les milieux libéraux qui estimaient que le système de milice, notamment aussi un professeur de l'université de Fribourg qui a intervenu à ce sujet, qui disait justement que le système de milice n'était pas forcément en lien avec les idées libérales. Donc on a vu le résultat ce week-end à l'Assemblée du PLR suisse, où finalement il n'y avait que 7 personnes qui ont adhéré à cette initiative. Là, ce soir, je ne suis pas là pour représenter mon parti, mais plutôt en tant que citoyen. Et puis, je trouve que c'était une très bonne conclusion. Où est l'arbitrage entre la liberté et la sécurité? Jusqu'où pouvons-nous aller? Et à titre personnel, je trouve qu'une armée de milice, c'est certainement le meilleur garant d'un système de liberté, respectivement, de se prévaloir quand c'est une menace d'un État peut-être trop fort aussi. Oui, je peux juste vous dire ceci. En tant que présidente de l'ASIMPO, je suis déléguée du comité vaudois pour une Suisse en sécurité et je suis responsable de mener la campagne de votation pour la région Yverdon en vaudois. Donc j'ai dû faire un agenda de manifestation pour cette période et prendre après contact avec les différents partis politiques. Et je suis très surprise et très contente de voir que tous les partis de droite, en tout cas dans la région du Nord vaudois, ont répondu favorablement à mon mandat, et puis que ça marche extrêmement bien. On a tenu un stand l'autre jour sur la place Pestalozzi à Yverdon. Il y avait des gens de l'ASIN qui sont en fait le groupe de base de représentants, mais on a eu des gens du PLR, de l'UDC, des Verts libéraux qui sont venus avec nous dans le stand pour distribuer des flyers aux citoyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. On sent qu'il y a un dynamisme et les gens collaborent très bien. Et même pour aller poser des affiches, j'ai eu des contacts avec des gens de Valence, Sainte-Croix, Yvonneau, Orbe, Grandson, et les gens ont tout de suite répondu favorablement pour les questions, l'affiche. En tout cas, ça me fait très plaisir, parce que je trouve que c'est très... ça donne une dynamique. Alors, est-ce qu'on voit dans l'autre sens des gens du GSSA
qui font la même chose, avec des stands, distribution de matériel, intervention dans la rue, ou bien vous avez rien vu? Alors écoutez, pour le moment, donc samedi, comme je disais là-dedans, il n'y avait ni les socialistes, ni les GSFA. Bon, il y a sûrement quelque chose qui va être fait, mais voilà, bon, ils sont pas restés aussi. Mais moi, je suis vraiment très contente de voir que ces partis de droite se mobilisent beaucoup. Et ça, c'est aussi un signe pour la population, parce que c'est très rare quand même que pour une campagne de votation, tous les partis de droite soient d'accord. C'est souvent des partis qui sont des fois... mais cette fois, il y a quand même un argument au fond qui est... La sécurité, ça représente quand même quelque chose de très important, et je crois que le citoyen, il est conscient de ça, et puis il va aller voter. Moi, je crois qu'on aura aussi une proportion de votants qui sera non négligeable. C'est historique, dans le canton de Fribourg, les partis bourgeois s'unissent pour une prochaine élection complémentaire. En tout cas, moi, ce qui m'a surpris ce soir aussi, c'est que c'est la 3e conférence. Les autres, à mort, je crois, il y avait 50 personnes, à 60. C'est l'intensité du débat après 2 heures de débat, de discussion. Tout le monde était pour, hein, mais il y avait des variantes, etc. Donc l'intérêt incroyable que ça suscite. Incroyable. On a dû, avec Schroeder, les arrêter à un moment donné. On ne pouvait plus, hein, on était à plat ventre. Une fatigue. Il fallait répondre, il fallait... Mais vraiment, c'était passionné, hein, ce débat. Merci, M. Langendorf. Merci aussi à vous pour votre présence. Et bien sûr, vous avez quelque chose pour ramener en Autriche. Ah, ben, spécialement conçu. C'est magnifique. Bon, merci. J'ai encore une petite remarque. Donc, M. Langendorf, il a fait un carton plein de son dernier ouvrage que je peux recommander. Si vous voulez vous dédicace. Si vous voulez que M. Langendorf le dédicace, on est disponible ici. Merci bien. Merci pour votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Qui veut on a ouvert. Merci d'être venu. Non mais moi c'est moi le mot. Comment Bien sûr. Oui, assez. C'est leur manière de réfléchir. D'accord. Le porteur. Ça